Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vais intervenir en 25 minutes sur un thème assez large, celui du positionnement des filières animales françaises et européennes dans le contexte plus global. Et j'ai structuré mon exposé en deux parties. Une première partie sur le secteur du lait et une deuxième partie sur le secteur des viandes. Donc sur le secteur laitier, secteur important dans l'ouest de la France, mais aussi plus globalement. On traverse des périodes de haut et de bas, avec des variations de prix très importantes. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a traversé deux crises majeures, la crise de 2009 et la crise de 2016, et qui ont conduit à un redéploiement très fort dans les exploitations, peut-être aussi à une sélection des acteurs. Ces deux crises étant derrière nous, mais elles restent profondément ancrées dans l'esprit de beaucoup d'agriculteurs, y compris en 2023, où certains arrêtent le lait en ayant en souvenir le fait qu'ils ont vécu des périodes qui n'étaient pas toujours faciles. Et on est dans une belle période de prix, c'est ça qu'il faut dire, mais ça ne va pas durer, parce qu'on a toujours eu des hauts et des bas. Et la difficulté qu'on a, on le verra, c'est qu'on est dans une période où on baisse la production laitière en France, alors que les prix devraient être encourageants et stimulants pour l'offre. Si bien qu'il faut qu'on prévoie les projets de 2023 et 2024 à la lumière aussi des difficultés peut-être qu'on aura de nouveau dans cette filière-là, ce qui ne va pas être simple. Donc pas de rêve. Donc les prix ont varié, etc. Ça, je l'ai dit. Alors le secteur du lait, c'est un beau secteur au niveau mondial. C'est un des secteurs qui connaît la plus grande croissance. On a une progression à peu près de 1,8% par an de la consommation et de facto de la production. Donc c'est une augmentation qui est nettement supérieure au secteur des viandes. On est plutôt sur du 1,2% par an de croissance. C'est supérieur aux céréales. Bref, le secteur laitier est un des secteurs qui a le plus le vent en poupe à l'échelle mondiale en termes de consommation. Et l'Europe, finalement, s'inscrit dans ce mouvement haussier de consommation mondiale, avec une croissance de la production qui a été forte, on va dire, entre 2005 et 2020. Et depuis 2020, on est plutôt en stabilité d'offre à l'échelle européenne. Et tout ça se passe à cheptel décroissant. On fait partie des rares zones du monde, finalement, où la croissance productive peut se faire à cheptel décroissant, tant il est vrai que l'amélioration de la performance animale, qui est chère à beaucoup d'entre vous, continue de progresser aujourd'hui. L'Europe est aujourd'hui réalise à peu près 16% de la production laitière mondiale. Il y a juste une zone qui est devant nous, c'est l'Inde. Et on est quand même très devant les États-Unis, qui sont à 100 milliards quand on est à 150. Et évidemment, très en avant par rapport à beaucoup d'autres zones productrices. Je pense ici à la Chine, qui produit 42 milliards de litres, c'est-à-dire l'équivalent de la France et de la Belgique, mais pour 1,4 milliard d'habitants, c'est un peu court quand même. Alors, que disent les économistes de la FAO et de l'OCDE quand ils regardent les marchés laitiers à horizon des 10 prochaines années? Ils essayent de dire qu'il y a des zones du monde où la croissance de la production va passer par une augmentation de cheptel et une augmentation de rendement. Donc pour faire 3% de croissance par an, par exemple en Inde, vous avez une nécessité d'augmentation de cheptel. Je le dis parce qu'il y a pas mal de débats sur les gaz à effet de serre aussi, et une augmentation de la performance animale. Pour ce qui est de quelques pays, dont l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on est dans des zones où on entend encore progresser en production laitière, mais à cheptel décroissant. Et tout ça est évidemment lié aussi à la productivité à l'animal. Ce qui est très important de voir dans les marchés laitiers, c'est qu'on a des spécialisations productives très différentes suivant les zones du monde. En fait, quand on dit le lait, c'est assez... pour un économiste, ça ne parle pas tellement parce qu'en fait, on a des produits laitiers. Et l'Europe est très dominante sur le marché, par exemple, des fromages. Alors que, par exemple, la Nouvelle-Zélande, qu'on dit concurrence sur le lait, est très positionnée sur les poudres de lait entier, qui est un autre marché. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une division internationale du commerce des produits laitiers. Et ce qui donne finalement à l'Union européenne une grande force aujourd'hui dans les marchés, c'est que finalement, pour beaucoup de produits qu'on fabrique, y compris d'ailleurs le lait infantile, la concurrence, elle est vraiment pas énorme, surtout qu'elle vient de pays qui ne sont plus du tout, comme la Nouvelle-Zélande, en croissance productive. Donc finalement, un marché mondial assez tonique, qui représente à peu près 75 milliards d'euros par an d'échanges à l'échelle de la planète. Donc là, vous avez l'évolution du marché mondial en fonction des types de produits. Donc c'est un bien quand même assez échangé, mais dominé par
peu de pays offreurs finalement. Et les choses ne s'arrangent pas parce que c'est quand même dur de faire du lait, et notamment avec la problématique de l'eau qui pénalise tout un ensemble de pays, je pense notamment au continent africain. Donc les principaux exportateurs, on est assez tranquille pour ce qui est de l'Europe sur les marchés laitiers. On domine le commerce mondial des produits laitiers. Alors ça représente qu'une partie de notre production intérieure, hein, c'est entre 12 et 15% suivant les années. Mais on domine largement ce marché devant la Nouvelle-Zélande, qui a une spécialisation, comme je viens de le dire, beaucoup centrée sur la poudre grasse. Nous, on est plus branchés sur les fromages. Et puis, quelque part, derrière, il n'y a pas grand monde, quoi. Il y a un peu les États-Unis, mais en fait, c'est dans un commerce intra-zone au sein de l'ALENA, donc le Mexique, le Canada, les États-Unis. Donc, les grands offreurs du marché mondial, vous les avez ici, et l'Europe fait clairement partie de ces zones, avec un très fort développement de nos exportations. Très fort développement des exportations. Alors, la grande force de l'économie laitière européenne, c'est un peu comme la filière porcine, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on n'importe pas de produits laitiers en Europe. Donc, les seuls produits qu'on importe, c'est des fromages suisses et puis un petit peu de beurre vrac en provenance de la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a des résidus d'un accord à l'OMC passé il y a bien longtemps. Mais en gros, on n'importe rien. Et il y a de grandes chances que ça dure. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie laitière européenne, sa grande force, c'est qu'elle est relativement captive et qu'on ne sera pas concurrencé de l'extérieur par des produits qui viendraient d'Amérique du Sud, du Brésil. Enfin, c'est pas ça du tout le truc. Hein. Et donc, finalement, on est dans une position assez confortable commercialement, une position dans laquelle on améliore considérablement nos exportations de produits laitiers, je n'ai pas dit en France, hein, au niveau européen, à telle enseigne que pour l'année 2022, la balance commerciale en produits laitiers de l'Union européenne, qui est de 30 milliards d'euros, c'est le meilleur produit de la balance commerciale agroalimentaire, même devant le secteur des boissons, qui est souvent cité en exemple quand on parle de commerce. Donc c'est le lait, la première balance commerciale du secteur agroalimentaire européen. Alors, on a plein de clients, mais on en a un ou deux gros. Comme vous le voyez ici, les clients de l'Europe, donc sur 20 ans, je vais un peu vite là, mais sur 20 ans, les clients de l'Europe en produits laitiers, on a la Chine évidemment, qui n'arrive pas à développer son offre au fur et à mesure de la consommation intérieure. On a le Royaume-Uni, qui ne fait pas tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faudrait faire pour investir dans son agriculture. Je rappelle que le Royaume-Uni a une balance commerciale déficitaire en produits agroalimentaires avec l'Europe de 30 milliards d'euros cette année, que c'est son plus gros déficit et que c'est le pays avec lequel on fait le plus de commerce. Donc c'est très important. On a aussi tout un ensemble de pays comme les États-Unis, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, le Japon, l'Algérie, la Suisse. En fait, on a plein de clients pour nos produits laitiers. Mais évidemment, tous les pays européens n'en profitent pas de la même manière. Alors, aujourd'hui, dans les pays européens producteurs de lait, la France est clairement en deuxième position. Alors, on décroche, mais on a encore le temps. Même si on continue de décrocher, on restera deuxième dans 10 ans. Voilà. Mais on est deuxième, loin derrière l'Allemagne, avec une production qui est équivalente, j'insiste pour les plus jeunes qui n'auraient pas ça en tête. En fait, on produit autant de lait qu'en 1984, hein, tout ça pour ça, quoi. Donc, en 40 ans, on n'a rien fait de plus, quoi. Sauf qu'on a 2 fois moins de vaches laitières, pour ceux qui sont intéressés par les gaz à effet de serre, et qu'on a 7 fois moins d'exploitation laitière. On peut encore creuser le trou, mais on a déjà fait fort, puisqu'il reste 48 000 exploitations laitières en France, quand nous en avions 350 000 en 1984. Tout ça est important d'être rappelé quand on parle de l'économie productive d'un secteur. Pour ce qui est de la trajectoire récente de la production laitière en France, vous l'avez en bleu ici. Bon, la trajectoire, elle est comme ça. Donc, non seulement on a une baisse de cheptel de vache en France, mais on a aussi une baisse de la production laitière. Ce qui n'est pas le cas en Irlande, ce qui est désormais le cas en Pays-Bas, mais il faut se méfier, on est plutôt en stabilité qu'en décroissance, même s'il y a des débats politiques internes très forts. Et puis, on a la Pologne qui est en croissance. En gros, la France fait partie des pays qui ont le plus reculé en production laitière depuis la fin des quotas laitiers, si on l'exprime en valeur absolue, en milliards de litres. On a perdu de l'ordre de 1 milliard de litres de lait en l'espace de 5-6 ans, ce qui évidemment est de nature à perturber le commerce dans ce secteur. Alors aujourd'hui, ce qui a été un peu dramatique pour 2022, hein, nous on regarde ça tous les ans, hein, c'est que la France, en fait, on n'a même pas été capable de profiter de l'augmentation spectaculaire des prix internationaux des produits laitiers pour améliorer notre balance commerciale. Donc en gros, vous voyez, en noir, c'est l'année 2022. On a été capable de faire moins bien qu'en 2021, alors que les prix internationaux avaient flambé. Alors on est les seuls, hein, dans ce cas-là, au niveau européen. On a nos amis
néerlandais qui nous disent qu'ils veulent baisser la production laitière. Ils ont fait un score à 8,4 milliards d'euros de balance commerciale. Balance commerciale, différence entre export et import, comme on sait. L'Irlande est à 4,7, mais ils se donnent du mal. L'Allemagne est à 4,3. Bref, la France est aujourd'hui un des pays qui non seulement recule en production laitière, mais fait partie des pays européens qui n'ont pas été capables de profiter de la croissance des prix sur le marché mondial et qui, en plus, se dégradent en termes de balance commerciale. Alors, pour bien s'en convaincre, pour bien regarder ce qui se passe, on va décortiquer le mouvement en deux courbes. Une courbe sur l'Europe et une courbe sur les pays tiers. Vous l'avez ici. Donc la courbe sur l'Europe, depuis 3 ans, on est devenu déficitaire en produits laitiers avec les pays européens. C'est la courbe bleue. Donc on a une profonde dégradation de notre balance commerciale en produits laitiers avec les pays européens. Par contre, on a une balance commerciale encore positive avec les pays tiers, parce que comme ça reste valide, hein, comme on n'importe rien de pays tiers en Europe, il n'y a rien qui rentre non plus en France. Et on arrive quand même à exporter davantage vers les pays tiers, notamment du fait de l'augmentation des importations de la Chine. Mais voilà, le diagnostic, il n'est pas si génial que ça. Et puis si on va un petit peu plus dans les détails, on observe ici qu'on détériore notre balance commerciale avec les Pays-Bas, avec l'Irlande, avec l'Italie. En fait, avec la plupart des pays européens, on est en train de creuser un petit peu le trou là, en balance commerciale, notamment avec des pays qui sont assez toniques aujourd'hui commercialement. Et puis avec les pays tiers, pour décortiquer, on voit bien que c'est surtout avec la Chine, hein, la Chine avec lesquelles on a augmenté. Royaume-Uni, on a baissé. États-Unis, on a un petit peu progressé. Puis après, il n'y a pas d'autres pays qui sortent. Donc en gros, la réussite le résiduel de la réussite de la performance commerciale de la France tient uniquement à la Chine. Dans le contexte qu'on connaît, mais là, il faudrait être trop long pour expliquer que c'est quand même dangereux, notre confiance absolue dans ce pays-là. Si bien que dans le secteur laitier, notre grand pays fromager a une balance commerciale en fromage qui est en train de se détériorer à une vitesse grand V, c'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, on va pratiquement diviser par 2 la balance commerciale de la France en fromage. Même si on en a beaucoup, on est moins fort là-dessus. Alors, on compense cette perte de performance par évidemment le lait infantile, parce qu'on a un gros client en Chine. Et puis après, en gros, on détériore en yaourt, en poudre, en beurre. Je vous rappelle que la France, puisque nous sommes des grands consommateurs, est déficitaire en beurre et l'a toujours été depuis 10 ans, et nous le restons. Donc tout ça pour vous dire une seule chose, c'est qu'on est en train de décrocher. Voilà. On est en train de décrocher. J'étais au sommet de l'élevage. Les interprofessions commencent à dire que peut-être, ils en savent pas plus que nous, on est tous pareils, hein, mais ils sont en train de dire peut-être en 2027-2028, l'Europe serait déficitaire en produits laitiers. J'en sais rien s'ils ont raison ou tort. Ce que je pense, c'est que si on ne renouvelle pas les acteurs sur le terrain, comme on le fait depuis quelques années, nos 2,7 milliards de balance commerciale positive en produits laitiers vont fondre comme neige au soleil, tranquillement, et ça va très vite, ça va beaucoup plus vite. On a déjà perdu 1 milliard en 6 ans. Donc 2-3 milliards, il faudrait pas grand-chose pour qu'on devienne déficitaire dans le secteur laitier. Ce qui n'était pas du tout la trajectoire imaginée il y a une quinzaine d'années, où nous avions imaginé qu'on pourrait quand même un peu profiter du commerce mondial et de la croissance attendue sur le commerce mondial. Je bascule désormais, temps de passage, Raphaël, 13 minutes, sur le secteur des viandes, pour vous dire que, oui, comme je dis souvent, s'il y a quelques véganes, vous avez le droit de ne pas trop regarder ce graphique parce qu'il peut vous faire du mal en rentrant chez vous. C'est la consommation de viande dans le monde. Donc, il n'y a pas de doute sur l'idée que la consommation de viande dans le monde, elle est croissante, elle augmente aux alentours de 1% par an. 1%, ça correspond à peu près à la croissance démographique. Ce n'est pas qu'il y a une augmentation énorme de la consommation par individu, mais c'est qu'il y a une augmentation démographique qui conduit à ce graphique, ce qui représente quand même des millions de tonnes, puisqu'on est passé de 150 millions de tonnes en 1990 à pratiquement 400 millions de tonnes aujourd'hui, ce qui est tout à fait colossal. Alors, un des points qu'on sait tous, c'est que derrière cette augmentation tendancielle de la consommation de viande à l'échelle mondiale, on a des substitutions fortes qui s'opèrent au bénéfice de la viande de volaille, laquelle représente 40% de la consommation mondiale de viande aujourd'hui. Elle a énormément d'atouts, je ne vais pas rentrer dans l'explication de ça, mais
notamment un coût qui est quand même très avantageux, un indice de consommation qui est remarquable, le fait que c'est une viande qui ne souffre pas des interdits religieux, le fait qu'on peut produire de la volaille dans des zones où vous n'avez pas de fourrage, qu'on peut construire des poulaillers à proximité des grandes mégalopoles en croissance, que la viande de volaille n'est pas trop critiquée par le corps médical pour ses effets sur la santé. Bref, ça finit par se voir tout ça. Et la viande de volaille progresse dans la consommation mondiale. La viande bovine étant aujourd'hui à 20%, quand elle était pratiquement au tiers il y a une trentaine d'années. Donc la viande bovine fait clairement partie du recul dans l'expression globale. Alors ce qu'il faut aussi bien noter, c'est que la croissance attendue de la consommation de viande en Europe, il n'y en a quasiment pas. On est plutôt en stabilité de consommation globale de viande. En gros, on ne fait pas le marché de demain. Le marché de demain, c'est les pays asiatiques. Donc là, vous avez sous les yeux l'évolution attendue de la consommation de viande, des différentes viandes, en Asie sur les 10 prochaines années. Donc là, je crois qu'il n'y a pas photo. Il y a 2 zones qui vont concentrer l'essentiel de la croissance attendue de la consommation de viande, c'est l'Asie, et puis deuxièmement, l'Amérique. Je vous rappelle que la Chine a quadruplé sa consommation par individu de viande dans l'espace d'une génération. Ils sont passés de 15 à 60 kilos, ce qui est tout à fait important. Donc l'Europe, on peut baisser, bien sûr, mais l'Europe n'est pas le vecteur de la croissance attendue de la consommation de viande à l'échelle internationale. Elle n'est pas non plus une grande zone productrice de viande, puisque nous assurons globalement, on l'a ici à peu près, je dirais à la louche, mais à peu près 10% de la production et la consommation mondiale de viande. Et on voit que la seule croissance de la consommation de viande en Asie entre 2000 et 2020, sur 20 ans, leur augmentation de consommation est supérieure à notre production européenne sur une année. C'est quand même tout à fait colossal. Et il faut bien avoir ça en tête quand on parle d'élevage en France et en Europe, pour pas se sentir le centre du monde de tout, y compris sur la question qui du coup est une question commune, partagée, qui est la question des gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne la viande bovine en Europe, bon, on a sorti le Royaume-Uni des graphiques, mais en gros, la production de viande bovine baisse en Europe et la consommation baisse. En fait, tout ça baisse à peu près au même rythme. Donc, il n'y a pas de perturbation majeure des échanges. Pour autant, l'Union européenne reste excédentaire en viande bovine. Quand on parle de l'Union européenne à 27, aujourd'hui, on est excédentaire en viande bovine. Pardon, je suis allé trop vite. De combien ? De pas beaucoup, de 200 000 tonnes sur une production d'à peu près 6. Donc 200 000 tonnes, c'est pas beaucoup sur 6 millions, mais on est excédentaire. Voilà, on est excédentaire. La baisse de la production a pour corollaire la baisse de la consommation. Alors, en Europe, la France demeure, en dépit de je vais descendre de 10 cm bientôt, la France reste, en dépit de la décapitalisation forte du cheptel. Je vous rappelle qu'on a perdu 900 000 vaches en l'espace de 7 ans en France. C'est quand même 14% ou 13-14% du cheptel, avec des différences régionales très fortes sur la question. C'est-à-dire qu'il y a des zones où l'élevage est en train de disparaître à une vitesse folle. On est sur du 20% de baisse de cheptel dans certaines régions françaises. C'est en 10 ans, c'est un truc évidemment jamais vu. C'est très, très, très rapide. Eh bien, en dépit de ça, on reste les premiers producteurs de viande bovine dans un contexte où on a d'autres offreurs, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande, bien sûr, comme toujours, mais qui sont derrière nous. Et si on regarde sur 50 ans, des fois c'est intéressant de prendre du recul un peu à distance. Sur 50 ans, en fait, on voit bien que l'année 2022, la dernière année connue, a été l'année où en France, on a produit le moins de viande bovine depuis 50 ans. Donc on n'a jamais produit aussi peu de viande bovine en France depuis 50 ans. C'est important de le dire, parce que des fois on est un petit peu perdu là-dedans. Et deuxième chose, on est quand même dans une forte décroissance de la production de viande bovine depuis une 20 ou une trentaine d'années, et la part de la viande produite en France qui résulte de la viande bovine, aujourd'hui c'est 25-26%. C'est beaucoup moins qu'il y a quelques temps, qu'il y a une cinquantaine d'années où nous étions à 45%. Donc là, c'est très clair, on est en baisse. Pour ce qui est de la balance commerciale, la France est déficitaire en viande bovine. Alors on est excédentaire, me diraient les spécialistes dans le secteur bovin, parce qu'on exporte des animaux vivants et singulièrement des broutards à destination essentielle de l'Italie et marginalement de l'Espagne, mais globalement, on est déficitaire en viande bovine stricto sensu. Il nous manque à peu près 150 000 tonnes.
Heureusement qu'il y a 2 pays en Europe ultra excédentaires, l'Irlande parce qu'ils ont beaucoup de vaches par rapport à leur population, et la Pologne parce qu'ils ont une bonne population, mais ne mangent pas de viande bovine, donc ils se sont mis à développer. Si bien qu'on a ces 2 pays-là qui font tourner un petit peu la machine du commerce intracommunautaire. Pour ce qui est de la France, on est déficitaire, et en fait les 150 000 tonnes, la barre bleue là, c'est le plus bas solde depuis 20 ans. Donc on regarde ça tous les ans tranquillement. Depuis 20 ans, on n'a jamais été autant déficitaire en viande bovine en France, avec 150 000 tonnes. Et il y a un truc qu'on a vu aussi, c'est que quand le marché est déficitaire, on est capable de trouver des fournisseurs. Et les importations de la France l'année dernière, 380 000 tonnes, sont remontées immédiatement. C'est-à-dire qu'un déficit en France, un déficit productif en France conduit, on pourrait dire on ne va pas s'approvisionner, non, conduit à une augmentation immédiate des importations. Même si on raisonne à long terme, ce n'est pas forcément évident que ça puisse demeurer. Pour ce qui est de la viande porcine, au niveau européen, c'est pareil. On a une légère baisse de la production, légère baisse de la consommation de viande porcine à l'échelle européenne. Et c'est exactement comme dans le secteur laitier, on n'importe pas de viande porcine dans l'Europe. Donc il n'y a rien qui rentre. Donc c'est notre business en fait. Et puis par contre, on exporte de plus en plus. Quand je dis on exporte, je devrais être un peu plus rigoureux. Il y a 3 grands pays qui exportent. Il y a l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark qui exportent beaucoup, un peu les Pays-Bas. Mais en gros, on a exporté beaucoup, mais on est très Chine dépendant. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend des problématiques sanitaires en Chine qui nous offrent ou non des opportunités de développement à l'export. Je vous rappelle que les importations de la Chine en viande porcine ont pratiquement été divisées par 2 depuis 2-3 ans. Donc on a eu un appel d'air, et puis maintenant ça chute, avec le risque que les pays exportateurs vers la Chine se retournent vers le marché communautaire. Je pense notamment à la capacité qu'aurait l'Espagne peut-être demain de fournir le marché domestique français si nous n'étions pas capables de renouveler les élevages et quelque part de fournir la viande porcine qui est attendue sur le marché domestique. Bon, la France reste un petit offreur de viande porcine quand on se compare aux autres, et notamment par rapport à l'Espagne qui a énormément progressé dans des modèles, je ne suis pas spécialiste, mais où la question du bien-être animal et du bien-être des éleveurs est peut-être aussi posée. Et puis l'Allemagne qui, elle, est en recul. Donc la France, quelque part, il ne se passe pas grand-chose dans l'économie porcine. En gros, on a beaucoup progressé jusqu'en 2000, et puis depuis 2000, on a une légère baisse de la production, mais on a, je dirais, un effondrement du cheptel. C'est-à-dire que le cheptel de truies en France, je le dis de tête, je crois qu'on était à 1,3 million de truies en 2000, et on est à 870 000 truies aujourd'hui. Donc on est quand même dans un repli du cheptel en tant que tel. Ils doivent être un peu plus en bien-être quand même. Un cheptel qui est tout à fait colossal, qui est lié en fait au progrès technique qui se poursuit dans ce secteur-là. Alors pour ce qui est de la balance commerciale de la France en viande porcine, on est au fond de la classe là, 125 000 tonnes. Alors on est excédentaire en volume, mais les spécialistes nous disent toujours, mais attends, fais gaffe, on est déficitaire en valeur. Et c'est totalement vrai, parce que les produits que nous importons coûtent plus cher que les produits que nous exportons. Donc on ne crée pas plus de valeur que les autres sur ce marché. Donc la France est déficitaire en valeur, est légèrement excédentaire en volume, mais quand on se compare à beaucoup d'autres pays exportateurs, l'Espagne, l'Allemagne ou le Danemark, voilà, on est tout juste avec une balance commerciale qui aujourd'hui est de l'ordre de 150 000 tonnes, ce qui est pas énorme. Alors je vais terminer, je dois être sur la volaille. Donc la volaille, c'est un gros dossier, c'est un dossier très intéressant pour les économistes parce que c'est un secteur, on est en croissance en France en consommation, mais pourtant on est en décroissance en production, ce qui pose quand même des questions. Donc, au niveau européen, en volaille, là, la consommation, c'est le seul secteur des viandes où on peut noter une consommation qui augmente, en fait, au niveau européen, et également une production qui augmente, avec une balance commerciale qui reste positive pour l'Union européenne. Parce qu'on a souvent tendance à parler des importations du Brésil, tout ça. Bon, il faut quand même rester calme. On exporte plus dans l'Europe à 27 qu'on importe de viande de volaille, avec une balance commerciale qui est aux alentours d'1 million de tonnes. Sur 13, ça fait 10% d'excédent au niveau européen, 10% d'excédent. Alors évidemment, là, c'est un secteur très chamboulé par des dynamiques productives extraordinairement
disparates entre les pays européens, la Pologne ayant quadruplé sa production en l'espace de 20 ans, quand la France a perdu 20%. Donc il ne faut pas se raconter de salade là. On est en repli et il y a un pays qui sort du lot, c'est pas le seul, mais un pays qui sort du lot de manière très claire. Vous avez la même visualisation sur longue période. Globalement, la France perd alors que la consommation augmente, si bien que notre balance commerciale française aujourd'hui en viande de volaille, alors là c'est un petit peu plus grave encore, c'est 400 000 tonnes de déficit. Quand on était positif il y a quelques temps, on ne va pas se comparer aux autres parce que là c'est du 2 millions de tonnes d'excédent pour la Pologne, donc nous on creuse un peu le trou. Je vous ai mis un graphique qui permet de le dire parce que j'adore cette courbe quand je suis en cours, ça me simplifie la vie. La courbe verte, donc ça c'est la balance commerciale de la France en viande de volaille. Une très belle courbe. Au moins c'est facile à expliquer quoi. C'est-à-dire qu'en fait il se passe un seul truc, c'est que les importations continuent de progresser et nos exportations continuent de régresser. Un jour ça s'arrêtera parce qu'on n'exportera plus. Donc synthèse sur l'ensemble des viandes. Regardez bien ce graphique parce que des fois j'ai l'impression qu'il n'est pas compris de tous. Vous avez sous les yeux l'évolution de la consommation de viande en France. D'accord ? Parce que des fois, j'entends des gens, ça baisse et tout ça. Bon, de quoi on parle quand même ? Par habitant, on s'en fout. Par habitant, parce que quand on raisonne sur 50 ans, on a 16 millions de Français en plus, donc il faut bien compter. Il faut donner à manger à tout le monde. Donc, la consommation de viande en France, elle ne baisse pas. Elle est aux alentours de 5,6 millions de tonnes. Elle ne baisse pas, même si on est bien d'accord, il y a des substitutions à l'intérieur entre catégories de viande. Par contre, ce qui baisse, c'est la production. Voilà. Donc vous avez les deux mêmes graphiques sur 50 ans et qui résument ce que je voulais vous partager avec vous, c'est que nous sommes aujourd'hui à la peine dans notre agriculture française, puisque la production continue de baisser alors que la consommation n'est pas tant que ça à la déroute. Si bien que nous sommes déficitaires pour toutes les viandes. Alors, pas toutes, j'exagère, j'anticipe trop en fait. On est bientôt déficitaire pour toutes les viandes. Il manque 10% en viande bovine, quand on avait un excédent de 16 il y a quelques années. Il manque 40% de viande ovine. Il manque... Alors, on est à l'équilibre en viande porcine, mais les spécialistes ici me diraient que fais gaffe, l'année prochaine, on ne le sera peut-être plus. On est déficitaire en volaille de 17%. Bref, ça va mal. Et comme je dois conclure, j'en arrive à ma conclusion. Quelques mots simplement pour qu'on discute peut-être. Quels sont les défis pour l'élevage, outre les questions passionnantes qu'on va traiter pendant 2 jours sur le bien-être animal, qui est une des sous-questions de l'ensemble des questions posées à l'élevage. La première, je pense que c'est d'encourager les investissements structurants et générateurs de valeur. T'as raison, ouais. Aider au renouvellement des générations. Alors là, je ne pense pas qu'on fait grand-chose, mais ce serait long à expliquer pourquoi, y compris dans la PAC. On ne fait pas grand-chose parce que quand on compare l'impact de la hausse des taux d'intérêt d'aujourd'hui par rapport à la somme des capitaux à reprendre dans les exploitations, là, il manque un petit truc, c'est la politique d'aide à l'installation, qu'on a un peu oublié au passage parce que c'était moins nécessaire peut-être à une période. Troisième chose, concilier production animale et performance environnementale. Bon, je pense que c'est un gros débat. Limiter les GES en optimisant d'abord les aspects techniques avant de réduire le cheptel. Je fais partie des gens qui n'ont pas aimé la conclusion du rapport de la Cour des comptes. Il faut bien qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Le rapport n'est pas trop mal. Conclusion un peu trop déléguée à un stagiaire quand même. Bon, il faut dire ce qu'on pense. Adapter les systèmes productifs aux attentes des consommateurs. Avec tout ce qui va être important de dit après. Parce qu'évidemment, sur la capacité, dans une période d'inflation que nous traversons, des consommateurs à être capables de suivre tous les engouements qu'on a pour l'élevage. Ça va être un gros dossier. Voilà, donner une priorité aux productions nationales dans les achats. Je pense que la politique publique n'a pas toujours montré, je dirais toujours, ce qu'elle était capable de faire encore pour stimuler la consommation de produits nationaux dans les cantines scolaires, partout, y compris d'ailleurs le bio. Prendre sa part dans l'internationalisation des marchés, je pense qu'il ne faut pas être naïf. On est dans un monde concurrentiel, donc il faut être attentif à ce qui se passe. Je ne dis pas qu'il faut trancher sur tout, mais il faut être attentif à ce qui se passe. Et puis, je pense, et on en est tous convaincus, aujourd'hui, je pense que c'est important qu'on trouve une manière collectivement de communiquer sur l'agriculture qui
au moins pour les gens qui travaillent là-dessus, qu'ils soient un peu plus ordonnés, coordonnés, et qu'on essaye d'avoir des points sur lesquels on est d'accord plutôt que de mettre en avant toujours les points sur lesquels il y a des désaccords. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour cette intervention passionnante. On a le temps de prendre une question et en fait en fin de matinée, après la pause, on réinvitera l'ensemble des intervenants de la matinée peut-être pour une salle de questions plus dense. Est-ce que du coup il y a une question peut-être de compréhension ou d'approfondissement? Oui. Juste de vous prêter. Oui, donc Créache, Seva, Santé Animale. Juste bonne attention sur les importations au niveau de la volaille ou le sol de volaille, vous mettez 83% d'autosuffisance. On parle souvent de 50% des poulets importés. Donc c'est la différence au final. La différence, c'est qu'on exporte. Donc, je vais remettre les chiffres dans l'ordre si je les ai en tête. Donc, aujourd'hui, en France, c'est entre 45 et 50% de la consommation intérieure française qui est importée. Si on cible un peu plus sur le poulet qu'on consomme dans la restauration hors domicile, parce qu'il y a le poulet du dimanche et le reste, dans la consommation hors domicile, on estime à peu près à 80% les poulets qui sont consommés dans la restauration hors domicile qui sont importés. Donc on importe beaucoup, mais on exporte aussi un peu de volaille encore, y compris de la volaille basse qualité. On a du mal à exporter nos volailles de qualité, il faut dire les choses. Donc on exporte de la volaille basse qualité, notamment sur l'Arabie Saoudite, qui est notre premier client. Puis on a aussi de la volaille qui part en Belgique et qui revient en France. Donc des effets frontières. Donc c'est un peu compliqué. Donc on exporte et on importe. Donc le déficit, la différence entre import et export, c'est 17% de la consommation intérieure. Et ce que vous avez dit est juste aussi. Donc c'est pas. Alors certains disent, mais ça sert à quoi d'exporter si on peut, si on a besoin chez nous, quoi. C'est l'éternelle question, quoi. En fait, ce sont pas les mêmes produits. Ce qu'on importe sur le marché domestique correspond pas exactement aux mêmes produits que ce qu'on exporte. Quand on exporte du poulet entier congelé vers l'Arabie Saoudite, c'est pas du poulet qu'on a envie de consommer chez nous. Et donc on exporte d'autres produits. Est-ce qu'on peut changer rapidement les choses? Si c'était simple, ça se saurait maintenant. Parce que ça fait 20 ans que ça dure.